Tous les riverains du monde entier vivent avec la même angoisse, la peur des inondations. L'eau peut ravager, saccager des régions entières, réduire à néant des vies entières. Les riverains de la Seine vivent dans leur mémoire collective avec en permanence le souvenir du drame de la fameuse grande crue de 1910. Que nous soyons des habitants, des élus, des communes ou des territoires riverains ou voisins de la Seine et de ses affluents, soyons fiers de notre riverainneté et soyons aussi des acteurs de l'anticipation, de la gestion, de la prévention des crises majeures que peuvent représenter les inondations. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il est temps de démarrer. Je n'ai pas d'indication en particulier, mais comme il est l'heure, je vous propose que nous puissions ouvrir cette séquence. Pour celles et ceux qui peut-être ne me connaissent pas, je suis James Seron, je suis le président de notre association La Seine en Partage, par ailleurs maire de Montereau, Montereau-Foyonne, là où l'Yonne se jette dans la Seine dans ce qu'on appelle l'amont de notre vallée de la Seine. J'espère que vous vous portez tous bien. Je suis en tout cas extrêmement heureux de pouvoir vous retrouver ou de vous trouver pour cette première occasion, si c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Pendant quelques mois, de trop longs mois, nous n'avons pas pu procéder à de rencontres telles que nous souhaitions les organiser avec la Seine en Partage et nous essayons de reprendre une vie la plus normale possible, y compris avec des séances comme nous le faisons aujourd'hui, plutôt en visio, et ceci évidemment en célébrant les 20 années de notre association. Bienvenue en tout cas pour cette visioconférence consacrée aujourd'hui à la GEMAPI. La gestion de l'eau et la lutte contre les inondations, ce sont évidemment des préoccupations et des responsabilités qui sont extrêmement importantes pour les riverains et notamment pour les élus des communes riveraines de la Seine, pour ce qui nous concerne, ou des autres cours d'eau de notre pays naturellement. Depuis 20 années maintenant, la Seine en Partage a consacré d'innombrables articles, des dossiers, des colloques évidemment, sur tous les problèmes liés à l'eau, qu'il s'agisse de sa fragilité, de l'amélioration de sa qualité, de son rôle essentiel dans la sauvegarde de la biodiversité, de son utilisation raisonnable, mais aussi aux inondations, telles que d'ailleurs nous avons pu en connaître encore récemment, qu'il s'agisse de leur prévision, de leur prévention ou de leur protection. Le 1er janvier 2018, un mois au cours duquel nous avons d'ailleurs connu des inondations dans notre vallée de la Seine, avec la GEMAPI, ce sont les intercommunalités qui ont reçu la compétence pour assurer la gestion des cours d'eau, des zones humides, des plans d'eau, afin d'améliorer la biodiversité, et la compétence pour assurer la défense contre les inondations. Cette GEMAPI, elle découlait à la fois de la direction inondation de 2007, du Grenelle 2 de 2010, et puis des lois de décentralisation de 2014 et la nôtre de 2015, un arsenal législatif construit sur un certain nombre d'années. L'idée de confier ces problèmes, au sens premier du terme, aux gens du terrain, que sont les élus locaux qui constituent les assemblées intercommunales, l'idée de réunir les problèmes de l'eau et les problèmes d'inondation
ne pouvait bien entendu que nous satisfaire à nous qui sommes très attachés à ces thématiques. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, comme toujours, avec cette forme de délire normatif français, la compréhension et surtout la mise en application de ces nouveaux textes est rapidement apparue plus difficile qu'on avait pu l'imaginer. Alors, devant ou face à cet enchevêtrement normatif, à ces responsabilités grandes, souvent à l'absence de moyens à laquelle les collectivités font face, eh bien, nous avons fait appel à deux grands spécialistes, Maître Manuel Gros, professeur émérite des facultés de droit et avocat au barreau de Lille, et à Maître Héloïse Icter, avocate au barreau de Lille, qui tous deux conseillent VNF, un partenaire de notre association La Seine en Partage, et ils défendent également de nombreuses communes dans le domaine du droit public. Ils vont ce soir nous présenter d'une manière, j'en suis certain, à la fois claire et exhaustive, c'est un enjeu complexe, la GEMAPI, les compétences qu'elle nous donne à nous, élus locaux, et les responsabilités qu'elle nous impose. Et puis, nous essaierons, mesdames et messieurs et chers collègues, de répondre à vos questions dans un dernier temps. Merci d'avoir pris un moment en cette fin de journée pour échanger sur ces sujets. Cher maître, avec un S, je vous cède immédiatement la parole pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Donc, je pense que certains de nos auditeurs nous connaissent déjà parce que tous les deux sommes associés et nous sommes déjà intervenus, en tout cas pour moi, à plusieurs reprises pour la Seine en Partage dans le cadre de conférences. Alors, vous avez déjà, Monsieur le Président, un peu défloré le sujet. On est sur ce mal français de la superposition des normes qui fait qu'effectivement, ce phénomène de GEMAPI est assez compliqué pour aboutir à la dernière loi qui s'appelle GEMAPI, effectivement. Et donc, nous proposons d'intervenir successivement. Dans un premier temps, Maître Icter interviendra pour une présentation de ce qu'on appelle les missions GEMAPI. Et moi, j'interviendrai dans un deuxième temps pour évoquer plus précisément la question des responsabilités après GEMAPI potentielles, avec peut-être un exemple final autour des moulins, on verra, des moulins et des seuils et passages d'eau. Et puis après, on répondra à vos questions dans un troisième temps. Voilà. Vous nous entendez bien ? Parfait. Très bien. Très bien. Merci. Alors, pour revenir sur cette GEMAPI, sur un petit rappel et un contexte juridique et politique pour savoir comment on en est arrivé là, il faut savoir quand même que le droit de l'eau a été largement façonné par le droit européen, qu'on a une première directive, grosse directive cadre sur l'eau adoptée en 2000 qui introduit une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dont l'objectif est d'atteindre un bon état de notre ressource en eau dès 2015, et que, évidemment, la législation française est calquée sur ce droit européen. Alors, il y a quelques années, on va dire, et l'intervention de ces différentes lois depuis 2014, les collectivités territoriales réaliser certaines missions dans le domaine de la gestion des eaux sur le fondement de sa clause générale de compétences, mais elles n'avaient aucune compétence spécifique en matière d'eau, et donc, eh bien, vous, les élus, vous reposiez votre intervention qui devait être justifiée par un intérêt public local, qui pouvait relever, par exemple, de la prévention des inondations ou encore de l'entretien des cours d'eau, etc. Seuls les établissements publics territoriaux de bassin pouvaient engager des actions à l'échelle du bassin hydrographique. Le résultat en était qu'on avait un morcellement des interventions, que ce soit à titre fonctionnel ou sur un plan géographique, un sous-financement, et qu'on n'avait pas une vision stratégique finalement de l'atteinte de ces objectifs en matière d'eau, puisque ça dépassait parfois le cadre territorial et local sur lesquels les élus avaient compétence. Donc, on a voulu créer une compétence spécifique censée simplifier les choses. Et donc, la compétence GEMAPI vient, en tout cas, c'est le but, éclaircir l'attribution des compétences du cycle de l'eau et ainsi permettre, en tout cas, encore une fois, c'est un objectif, une maîtrise d'ouvrage sur l'ensemble du territoire, ou en tout cas à l'échelle des différents bassins versants. Alors,
on arrive à cette compétence et aujourd'hui à parler de la GEMAPI au terme d'un processus législatif de 4 lois différentes. La première, c'est la loi MAPTAM de 2014 qui attribue aux communes une compétence expresse pour la réalisation de certains travaux en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, il n'y avait pas de compétence, jusqu'en 2014, il n'y avait pas de compétence spécifique des collectivités. Les travaux sont, en tout cas, on prévoit une taxe GEMAPI pour financer les travaux qui peuvent être réalisés par le biais d'une servitude ad hoc. Et cette loi MAPTAM en 2014 crée un nouvel acteur que sont les EPAGE, c'est-à-dire les établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux. Alors, en 2015, la loi NOTRe finalement reporte l'entrée en vigueur de cette compétence GEMAPI de 2016 à 2018. En 2016, la loi biodiversité clarifie cette compétence et la nature de cette taxe GEMAPI. Et c'est finalement, comme le disait votre président, en 2017 qu'on a un éclaircissement de cette compétence GEMAPI qui finalement est poursuivie également, a pour objet, comme vous l'aurez compris, le transfert aux EPCI de cette compétence, mais finalement avec un partage, on verra, avec les départements et les régions, et qui introduit surtout cette notion de sécabilité qu'on verra tout à l'heure également, des différentes missions qui relèvent de cette compétence GEMAPI. Alors, les traits généraux de cette compétence GEMAPI, parce que finalement c'est assez flou et il y a eu beaucoup de débats sur ce qui relève ou non de cette compétence GEMAPI, il faut savoir tout d'abord que cette compétence est présentée comme une compétence exclusive et obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre, pardon. Donc les communautés de communes, les communautés d'agglo, les communautés urbaines et les métropoles, qui sont donc, du fait de cette loi, chargées automatiquement de cette compétence. Elle est présentée comme ça, mais finalement, il y a 2 nuances. La première, c'est que la compétence n'est pas vraiment exclusive, puisqu'on a vu, et il a été dit, que les départements et les régions qui exerçaient ces compétences peuvent toujours conserver l'exercice de ces compétences sous certaines conditions, c'est-à-dire sous la condition de conclure des conventions avec les EPCI concernés. Et la deuxième nuance, c'est que l'exercice de la compétence, son attribution aux EPCI est obligatoire, mais son exercice n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que l'EPCI n'est pas tenu d'exercer toutes les missions de la GEMAPI. Alors, j'en dis 2 mots ici, mais on y reviendra et mon associé y reviendra en parlant des responsabilités. On rappellera quand même que le propriétaire riverain n'est pas dispensé, et c'est important de le rappeler, de son obligation d'entretien du cours d'eau, et que ça relève du Code de l'environnement et que ça demeure, et que de même, ça n'empêche pas non plus les associations syndicales de propriétaires d'exercer leur mission. Alors, l'exercice de cette mission GEMAPI, de cette compétence GEMAPI, je rappelle qu'il n'y a qu'une seule et même compétence. GEMAPI n'est qu'une seule compétence, sauf qu'elle comprend 4 missions. 4 missions qui sont, pour la première, l'aménagement des bassins ou d'une fraction d'un bassin hydrographique. La deuxième, l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, des canaux, des lacs, des plans d'eau. La troisième, la défense contre les inondations et contre la mer. Et la dernière, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Mais c'est important puisque beaucoup d'élus se sont interrogés sur le fait de savoir si, alors qu'on avait 4 missions différentes, la compétence pouvait être éclatée. Eh bien oui, c'est la problématique, et justement, c'est ce qui est intervenu et qui n'avait pas été prévu jusqu'alors par la loi de 2017, c'est qu'on a une véritable sécabilité de cette compétence et que malgré le fait que nous n'avons qu'une seule compétence, les différentes missions peuvent être fractionnées et transférées ou déléguées à des acteurs différents. C'est-à-dire que la totalité, je le rappelle, de la compétence GEMAPI est transférée de plein droit à l'EPCI à fiscalité propre, donc la communauté de communes, la communauté d'agglo. Toutefois, les EPCI à fiscalité propre disposent d'une certaine souplesse finalement dans la mise en œuvre de la compétence GEMAPI et ils peuvent soit transférer, soit déléguer cette compétence. Alors, ils peuvent la transférer à un syndicat mixte. Jusqu'en 2020, un syndicat mixte de droit commun, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, mais jusqu'en 2020, ils pouvaient le faire,
un établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, c'est les EPAGE dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou un établissement public territorial de bassin, le PTB, c'est-à-dire que l'ensemble de ces 4 missions ou l'une d'entre elles ou 2 ou 3 d'entre elles peuvent être transférées à ces syndicats mixtes ou à ces établissements publics que sont les EPAGE et les EPTB. Par ailleurs, le transfert de cette compétence pourra également être réalisé au profit d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'EPCI à fiscalité propre et ou au profit de plusieurs syndicats mixtes situés sur différentes parties du territoire. C'est-à-dire qu'on a une sécabilité qui est fonctionnelle, mais également géographique. On peut diviser au sein de cette même compétence GEMAPI, on peut diviser les 4 missions et les transférer ou les déléguer à des personnes différentes, mais en fonction de la mission, mais également en fonction du territoire géographique. À titre d'exemple, une intercommunalité aura la possibilité finalement de scinder la 3e mission, qui est la défense contre les inondations et contre la mer, pourra scinder en 2 cette mission. Et finalement, alors que c'est une seule et même mission au sein de la compétence GEMAPI, ils pourront transférer les missions afférentes à chacune de ces 2 compétences à 2 syndicats mixtes différents situés sur des parties différentes de son territoire. Pourquoi? Parce qu'une partie du territoire concernée par les inondations et une autre partie avec la proximité de la mer. Cette possibilité de sécabilité interne des missions, donc de ces 4 missions qui sont de la compétence GEMAPI, elle est également, donc, comme on l'a vu, possible en cas de transfert, mais également en cas de délégation de cette compétence GEMAPI, puisqu'effectivement, le Code de l'environnement introduit une dérogation au Code général des collectivités territoriales en permettant aux EPCI à fiscalité propre, donc aux communautés de communes en l'occurrence, de déléguer l'ensemble des missions relevant de la compétence GEMAPI ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement, à des EPAGE ou à des EPTB. Donc, on a vu dans un premier temps qu'il pouvait y avoir un transfert au bénéfice de syndicats, d'EPAGE ou d'EPTB, mais il peut y avoir également une délégation de cette compétence ou de certaines des missions de cette compétence à un EPAGE ou un EPTB. Donc, il faut bien retenir cette notion de sécabilité qui est intervenue depuis 2017, puisque territorialement, c'est important de pouvoir scinder cette mission suivant l'appartenance de la collectivité à certains syndicats ou la volonté de transférer ou de déléguer certaines des missions à un EPTB, par exemple, un établissement public de bassin ou à un EPAGE. Et j'insiste sur le fait que le découpage peut être fonctionnel entre les différentes missions ou géographique entre les différentes parties du territoire de la collectivité territoriale. Alors, on a certaines conséquences qui sont liées soit au transfert, soit à la délégation de certaines de ces missions ou de la totalité de ces missions. Le transfert à un syndicat mixte, eh bien, le PCI ne dispose plus de la compétence ou ne dispose plus de la mission relevant de la compétence GEMAPI, qui est la mission concernée. Le PCI devient membre du syndicat mixte auquel il a transféré la compétence et donc il n'a plus la responsabilité. À la différence du transfert, de la délégation, où on a une délégation de la compétence à l'EPTB ou à l'EPAGE qui s'appuie sur une convention qui définit le service attendu de la part du syndicat mixte et qui donc limite dans le temps la mission du syndicat mixte avec un financement qui est lié aux actions qui sont déléguées au syndicat mixte. Alors, pour revenir un petit peu sur ces différentes missions, comme vous l'aurez compris, il y a en matière d'eau des compétences qui relèvent du domaine de la GEMAPI et des compétences qui ne relèvent pas et qui ne sont pas automatiquement transférées aux EPCI à fiscalité propre. Ces compétences qui n'ont pas été transférées et qui ne font pas partie de la compétence GEMAPI, c'est l'approvisionnement en eau, c'est la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de la lutte contre l'érosion des sols, c'est la lutte contre la pollution, c'est la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines,
c'est les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile, c'est l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, c'est la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et enfin, c'est l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins. Pourquoi je reviens sur ces différentes compétences qui ne relèvent pas de la mission GEMAPI? Parce que parfois, on a une confusion ou en tout cas des compétences qui paraissent très liées et certaines d'entre elles ne peuvent pas être finalement exercées sans les autres, alors que finalement, les acteurs qui disposent de cette compétence ne sont pas les mêmes. La compétence, elle, GEMAPI, comporte 4 missions. On a dit l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrogéographique. Ce sont des aménagements qui visent à préserver, réguler, restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d'eau. Ensuite, le PCI devra entretenir et aménager les cours d'eau, les lacs, les plans d'eau et les accès à ces différents cours d'eau. En pratique, l'action, c'est évidemment un entretien régulier des cours d'eau pour maintenir leur profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et contribuer à son état écologique, à son potentiel écologique. Mais également la réalisation de travaux hydrauliques d'aménagement et de rectification du lit d'un torrent de montagne, par exemple, ce qui ne nous concerne pas. La troisième mission, c'est l'entretien contre les la défense contre les inondations et contre la mer. Encore une fois, et on y reviendra, l'objectif, c'est la création, la gestion, la régularisation d'ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer. L'action de l'EPCI sera de définir et de gérer des systèmes d'endiguement. On y reviendra puisque je vous parlerai des digues tout à l'heure, avec la mise à disposition de digues construites, évidemment leur entretien, et la mise en place de servitudes sur des terrains d'assiette d'ouvrage ou de prévention d'ouvrages, d'infrastructures contribuant à la prévention des inondations. Enfin, la dernière mission qui relève de la compétence GEMAPI, c'est celle de la protection et de la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. L'objectif, encore une fois, c'est de rattraper l'entretien des cours d'eau, la restauration hydromorphologique des cours d'eau et des plans d'eau, et par quel type d'action? Par la protection des zones humides et des zones humides dégradées, la restauration de la continuité écologique, de transport sédimentaire, les bras morts, la restauration morphologique ou la renaturation du cours d'eau, et enfin la gestion et l'entretien des zones humides. Donc on a bien compris finalement qu'on avait ce qui relevait expressément du domaine de la GEMAPI et les autres missions, mais que parfois, finalement, les unes n'allaient pas sans les autres, alors qu'on a des acteurs différents. Il faut quand même savoir qu'une autorité compétente en matière de GEMAPI, c'est-à-dire un EPCI à fiscalité propre, je le rappelle, à qui a été transférée cette compétence, peut en plus tout à fait exercer une ou plusieurs missions qui correspondraient aux compétences qui n'ont pas été par la loi transférées, mais qui seraient complémentaires à l'exercice de la GEMAPI. L'exemple, c'est qu'en matière de protection des eaux superficielles et souterraines, la maîtrise des eaux pluviales, la gouvernance locale et la gestion des ouvrages hydrauliques peuvent être nécessaires, finalement, alors que ce n'est pas une compétence qui relève de la GEMAPI, mais il peut s'avérer nécessaire qu'elles soient gérées par le PCI qui a en gestion les compétences GEMAPI. Alors, on reviendra brièvement sur les outils généraux applicables à la GEMAPI. Il faut savoir que la compétence GEMAPI ne s'accompagne d'aucun, évidemment, à l'exception d'un sur lequel je vais revenir, il n'y a pas d'outil spécifique dans le domaine de la prévention des inondations et des submersions, à l'exception des socles sur lesquels je vais revenir. Mais sinon, la compétence GEMAPI s'exerce donc avec les outils existants. Alors, les socles qui sont finalement les stratégies d'organisation des compétences locales de l'eau, si vous voulez, face à la complexité de cerner les contours de la compétence GEMAPI et des responsabilités nouvelles qui ont été dégagées tant pour les communes et les intercommunalités,
finalement, et c'est notamment l'Association des maires de France qui n'avait de cesse d'alerter les services de l'État sur le fait d'organiser tout ça, d'informer, d'organiser. Et c'est dans le cadre de ce dialogue national que finalement ont été créés les socles, qui sont les stratégies d'organisation des compétences locales de l'eau, et qui devaient rassembler les élus concernés évidemment par la GEMAPI dans les territoires c'est une sorte d'aide à la décision, si vous voulez, sur la gestion globale de l'eau au niveau du bassin versant. Alors, puisque les services de l'État eux-mêmes n'arrivaient pas toujours à appréhender les contours de la compétence, et donc ont été mis en place ces socles, mais il a été laissé un délai supplémentaire finalement pour l'organisation de ces socles, puisque ça nécessitait des études et qui ont été très, très compliquées à mettre en place. Mais l'idée de ce socle, qui est le seul outil qui a été créé pour la GEMAPI, c'est d'avoir une cohérence hydrogéographique, de renforcement des solidarités financières et territoriales pour qu'on ait des équipements communs, structurants du territoire et qui sont nécessaires à l'exercice de cette compétence, de la compétence des collectivités dans le domaine de l'eau. Et puis, ce socle, c'est aussi pour rationaliser le nombre de syndicats par l'extension de certains périmètres ou la fusion de certains syndicats entre eux ou la disparition encore d'autres syndicats. C'est vraiment pour avoir une stratégie sur une échelle territoriale qu'ont été créés ces socles. Alors, ce socle doit comprendre un état des lieux de la répartition finalement entre les collectivités et leur groupement des compétences dans le domaine droit de l'eau. Il faut qu'on sache où on en est, qui a quelles compétences, qui fait quoi pour pouvoir s'organiser. Et évidemment, des propositions d'évolution, des modalités de coopération à l'échelle territoriale entre les collectivités elles-mêmes pour s'organiser dans l'exercice de cette compétence. Sinon, hormis ces socles, qui est un outil particulier qui a été créé pour la GEMAPI, eh bien finalement, la GEMAPI s'exerce avec les outils existants, c'est-à-dire des outils relatifs au droit de l'urbanisme que sont les PLU, les SCOT, etc. Évidemment, les outils qui sont relatifs à l'eau et au milieu aquatique, et je pense aux SDAGE, aux SAGE, aux servitudes, aux contrats de milieu, aux autorisations IOTA. Donc, tous ces outils-là existent déjà et hormis le socle, il n'y a aucun outil finalement particulier supplémentaire qui a été créé. On a néanmoins des outils quand même et une problématique un peu particulière s'agissant de la prévention des inondations, puisque les lois ont créé des dispositifs propres aux ouvrages de prévention des inondations et de submersion, s'agissant notamment des digues. Les nouvelles dispositions sur les digues visent à permettre l'exécution de travaux d'entretien et de restauration de digues en mauvais état ou détériorées que la personne publique ne peut pas réaliser, faute de moyens financiers ou humains. Ainsi, les digues appartenant à une personne publique et destinées exclusivement à la prévention des inondations et de submersion sont mises à la disposition de la commune ou d'un EPCI compétent en matière de défense contre les inondations et la mer, par la conclusion d'une convention à titre gratuit. Et les digues qui sont partiellement destinées à la prévention des inondations peuvent être mises à la disposition de la commune ou de l'EPCI par le propriétaire, encore une fois, pour permettre à ces derniers de les utiliser et d'apporter les aménagements nécessaires. Alors, quelques mots sur ces problématiques de digues, puisque il a été prévu que les digues de l'État devraient être mises à disposition des EPCI au plus tard en janvier 2024. C'est-à-dire que les digues de l'État restent de la compétence et de la propriété de l'État jusqu'en 2024. Et en 2024, finalement, elles devront être mises à la disposition de l'EPCI pour exercer cette compétence GEMAPI. L'EPCI, qui va devenir donc gestionnaire de l'ouvrage, gestionnaire de cette digue, a pour obligation, après 2024, de déclarer les ouvrages qui sont mis en œuvre sur le territoire communautaire et organiser en système d'endiguement et d'annoncer les performances, finalement les objectifs qu'il assigne à ces ouvrages, ainsi que les zones qui vont être protégées. Enfin,
indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d'eau les plus élevées. Il lui appartient par ailleurs, évidemment, de solliciter les autorisations de droit sur l'eau pour le système d'endiguement. La problématique qui s'est posée sur les digues, c'est que déjà, dans un premier temps, finalement, comme je vous l'ai dit, tout ça devait être organisé dans le cadre d'un système d'endiguement, notamment et en premier lieu pour les digues de catégorie A et B, qui sont celles qui sont les plus protectrices, finalement, pour le danger et la sécurité publique, et qui devaient traiter donc les dossiers de régularisation des systèmes d'endiguement devaient être déposés en juin 2021. Or, on sait que les études sont lourdes, onéreuses, et qu'il avait été prévu que si les dossiers ne sont pas régularisés, eh bien, les ouvrages non régularisés cesseront d'être considérés comme des digues. La deuxième problème, et à ce jour, on sait que l'ensemble des dossiers n'ont pas été déposés. La deuxième problématique sur ce transfert des digues de l'État en 2024, et c'est une problématique qui intéresse particulièrement les élus locaux, c'est que nombre de digues jusqu'à présent gérées par l'État vont être transférées aux EPCI alors qu'elles n'ont pas été correctement entretenues par l'État jusqu'à présent. C'est-à-dire que les EPCI à fiscalité propre, qui donc récupèrent cette compétence GEMAPI et donc à qui l'État met à disposition finalement ces digues pour exercer cette compétence, eh bien, vont se retrouver avec des ouvrages qui n'ont pas correctement été entretenus et donc une charge financière importante dont on se demande si elle pourra être palliée par la taxe GEMAPI, et évidemment, on peut fortement en douter. Ça, c'est ce qui se passera en 2024. D'ici là, évidemment, le PCI à fiscalité propre peut demander à reprendre la gestion de ces digues avant même 2024. Je pense que pour les ouvrages qui n'ont pas été correctement entretenus, je ne suis pas certaine que les EPCI concernés s'empressent de demander la conclusion d'une convention avec l'État pour reprendre la gestion de ces différents ouvrages. Mais en tout cas, une convention peut déterminer l'étendue de la gestion, les moyens matériels et humains qui devront être mis en œuvre d'ici 2024. Alors, j'en viens, et avant que mon associé vous parle des responsabilités, quelques mots sur le financement de la GEMAPI. Évidemment, les EPCI et les communes, et maintenant donc les EPCI à fiscalité propre, peuvent créer une taxe pour financer leurs compétences, GEMAPI. Évidemment, l'assiette de cette taxe doit reposer sur les 4 différentes missions que nous avons vues, les 4 différentes actions de la GEMAPI. Et la création de cette taxe et la perception de cette taxe, évidemment, ne doit être faite, doit être opérée que par la commune ou par substitution, évidemment, les EPCI et les métropoles. Évidemment, le produit de cette taxe est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement en matière de GEMAPI. Voilà quelques mots sur le financement. Voilà une présentation assez synthétique, mais relevant quelques problématiques qui peuvent se poser, en tout cas au regard du flou, finalement, sur les différentes missions qui relèvent de la GEMAPI et celles qui n'en relèvent pas, qui entraînent ou non, et c'est ce que va vous expliquer mon associé, des problématiques de responsabilité par rapport à ce partage de compétences. Oui, alors, mon associé vient de faire brillamment l'explication de qui peut ou doit faire quoi dans le cadre de GEMAPI. Moi, je voudrais aller sur un responsable. En tout cas, sous-entendu, qui est responsable après GEMAPI. Et la question n'est pas facile. Et le système GEMAPI est loin d'avoir simplifié cette question des responsabilités. Alors, je vous propose, parce qu'on mélange souvent les choses quand on parle de responsabilité, de voir dans un premier temps quelques réflexions générales sur ce que GEMAPI n'a pas changé. Et puis, je traiterai plus brièvement d'un petit exemple des moulins qui me semble un cas très intéressant parce qu'il se situe dans le zonage GEMAPI et il y a toujours beaucoup de polémiques autour de ces moulins, des biefs, des seuils et des passages d'eau. À titre préliminaire, je rappellerai quand même 3 choses qu'il faut bien comprendre.
c'est que premièrement, c'est toujours le propriétaire riverain, que ce soit l'État, une collectivité ou un riverain privé ou une association syndicale, c'est toujours le propriétaire riverain qui sera responsable de son cours d'eau, si j'ose dire. La loi GEMAPI ne change strictement rien à cette responsabilité de base du propriétaire, qui peut être effectivement très différente. La deuxième règle, qui est importante à comprendre aussi, c'est que les collectivités publiques, j'ai envie de dire presque toutes, nous le verrons, peuvent et doivent se substituer aux propriétaires en cas de défaillance. Et que l'on reprocherait donc, par exemple, à un maire, pour simplifier, de se laver les mains d'un non-entretien par le riverain en s'estimant non responsable. Le troisième point préliminaire qui est essentiel, c'est que l'exercice de la compétence GEMAPI, par qui que ce soit, ne remet évidemment pas en cause les pouvoirs de police, notamment du maire, mais pas seulement du maire, nous allons le voir. Donc l'idée qui va sous-tendre mes propos préliminaires, c'est de dire que si la compétence, l'exercice de la compétence ou d'une mission GEMAPI peut être à l'origine de responsabilités nouvelles éventuellement, pour autant, toutes les responsabilités traditionnelles liées à l'autorité de police continuent. Et pour donner un exemple précis, le maire, ou le maire en sa qualité de maire ou en sa qualité d'élu intercommunal, peu importe, eh bien, il a souvent les deux casquettes. Donc, on va avoir un mélange des différentes compétences de responsabilité. Alors, au niveau des responsabilités, je voudrais quand même préciser et rappeler, pour ceux qui connaissent bien les règles, ça va être une évidence, mais l'expérience prouve que ce n'est pas toujours bien perçu. Quand on parle de responsabilité, il faut mettre un S, il s'agit de responsabilité au pluriel, et il faut décliner les grandes séparations traditionnelles qui peuvent être connexes, mais qui ne sont pas les mêmes. D'abord, la première distinction, c'est entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité pénale, à l'origine, ne concernait que les personnes physiques dans un certain cadre. Et puis, comme vous le savez, elle a été étendue aux collectivités publiques à l'exception de l'État, qui ne peut pas être responsable. Et les autres collectivités, comme vous le savez sans doute, peuvent être quand même responsables pénalement dans la limite d'une compétence susceptible de délégation. Ce qui n'est pas, à mon sens, le cas toujours de la compétence GEMAPI, bien que ce soit plus compliqué que ça. Et puis, donc, la responsabilité pénale, c'est la société qui poursuit une personne physique ou morale pour une infraction pénale, on y reviendra. La responsabilité civile, dans laquelle j'inclus évidemment la responsabilité administrative, c'est une responsabilité pécuniaire, c'est le fait de devoir indemniser la victime d'un préjudice, d'un dommage qu'elle subit, et cette responsabilité civile, qui peut être administrative pour les collectivités publiques, bien sûr, eh bien, elle se déclinera entre ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle, qui n'est pas tellement concernée ici, encore qu'on peut envisager que des conventions, qui sont des contrats entre collectivités ou entre collectivités et personnes privées, puissent engendrer une responsabilité civile de nature contractuelle, mais naturellement, dans notre hypothèse la plus fréquente, c'est surtout les responsabilités extra-contractuelles. Alors, les puristes distinguent entre quasi-délictuel, délictuel, peu importe, on est en dehors d'un contrat, c'est dans ce cadre-là qu'on va se situer, et là aussi, il faudrait, si on déclinait, rappeler en tout cas que selon les secteurs, on aura dans la responsabilité civile l'exigence d'une faute lourde, ce qui est plus protecteur pour l'élu ou l'agent, mais parfois une simple faute suffira, et parfois même, dans des secteurs qui se développent, on a des responsabilités sans faute. Donc la question de la responsabilité est importante. Alors sur le plan pénal, déjà en premier lieu, première remarque, mais je pense que vous le saviez, GEMAPI ne change strictement, mais alors absolument strictement rien. Les mêmes questions qui se posaient autrefois subsistent. Je le rappelle brièvement parce que ce n'est pas toujours non plus bien compris. Le principe de base, qui est un vieux principe dégagé par l'abbé Beccaria, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité pénale s'il n'y a pas de commission d'infraction pénale. Le deuxième principe de base qui a été amendé, c'est qu'il n'y a de responsabilité pénale qu'en cas d'infraction volontaire. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, oui, ça va. Oui. Mais il y a des exceptions, comme vous le savez, puisque la loi et en particulier pour les élus locaux, la célèbre loi Fauchon de 2010 a créé des systèmes de responsabilité, d'ailleurs limités aux moyens
dispose l'élu, mais qui sont sur le fondement d'une infraction involontaire qui nous intéresse ici. On envisage mal un gestionnaire GEMAPI, une autorité de police, commettre volontairement une infraction qui se caractérise par deux types de délits. Le premier, c'est le délit d'homicide involontaire, sanctionné par l'article 221-6 du Code pénal, qui nous concernera relativement peu, sauf pour des hypothèses, mais les inondations en sont où il y a des morts de personnes. Et bon, l'expérience malheureusement a prouvé que c'était le cas, mais c'est surtout le principal délit qui est le délit de mise en danger d'autrui, prévu par l'article 223-1 du Code pénal, qui sera concerné. Et je vous renvoie à la conférence que j'avais faite, alors je ne sais plus où c'était au siège de la région Île-de-France, me semble-t-il, sur cette question-là, où j'avais développé la célèbre affaire de la faute sur mer, où évidemment il y avait eu 47 morts, vous vous en souvenez, et où au départ le TGI des Sables-d'Olonne avait condamné les élus à 4 ans de prison ferme. Et c'est vrai que la Cour d'appel a réduit ça à 2 ans de prison avec sursis, mais c'est une réalité. Alors cette responsabilité pénale, mais GEMAPI n'y change strictement rien, mais nous allons voir qu'à la limite, elle peut même engendrer de nouveaux fondements. Également, je voudrais revenir aussi sur le fait que, ce que j'ai déjà dit dans d'autres conférences, on ne peut pas considérer que la circonscription d'une compétence entraîne nécessairement une circonscription des responsabilités, puisque la plupart des gens qui vont intervenir dans le domaine de GEMAPI, en particulier les élus, se trouvent avoir d'autres obligations qui ne permettent pas de dire « moi j'ai exercé ma compétence et pour le reste je ne suis pas responsable ». Et ça au pénal, ça jouera beaucoup, d'autant que, mais là je ne sais pas l'objet de la conférence, mais des quantités d'obligations de substitution en cas de défaillance des autres autorités interviennent dans tous les sens. Substitution du préfet quand il est défaillant par le maire, je parlerai à la fin, substitution du maire évidemment par le préfet. Et donc en résumant cette première question de la responsabilité pénale, GEMAPI ne change rien, mais je rappelle quand même que malgré GEMAPI, tout le monde peut être responsable, soit par une compétence d'attribution, soit par une clause générale de compétence. Donc aucune tranquillité à avoir de cet ensemble législatif GEMAPI sur le plan de la responsabilité pénale, ça reste toujours d'actualité. Sur la responsabilité civile, là aussi, il faut rappeler quelques généralités qui ne sont pas changées par GEMAPI. Le premier est un élément rassurant, j'avais essayé de rassurer les élus la dernière fois. Pratiquement toutes les responsabilités civiles qui là intéressent essentiellement la personne morale. Pourquoi ? Parce que tous les élus ou agents pourront être considérés comme ayant commis une faute non détachable du service. Et la règle dans ce domaine-là, de la responsabilité administrative, c'est dès qu'une faute n'est pas détachable du service, la personne physique de l'agent ou de l'élu n'est plus en cause, c'est la collectivité qui supporte l'indemnisation du préjudice. Un exemple célèbre que j'avais évoqué, c'est Sifour-la-Plage, où la commune de Sifour-la-Plage avait été condamnée pour son maire à payer plus d'1 million d'euros pour un défaut de police de gestion des déchets sur des berges. Et cet arrêt Sifour-la-Plage de 2017, qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État de 2017, est important parce qu'il est très pédagogique, puisque, et là c'est plutôt inquiétant pour les élus, il a fait baisser la simple sanction de l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une très grave erreur, à la simple erreur d'appréciation. Donc aujourd'hui, dans ces domaines-là, une simple erreur d'appréciation, si elle cause un préjudice, peut entraîner la condamnation de la collectivité. Toutes ces jurisprudences-là restent applicables et GEMAPI, évidemment, n'y a rien changé. Alors, on peut se poser la question, est-ce que GEMAPI, sur ce terrain général de responsabilité, a simplifié le régime de responsabilité ? Pour moi, la réponse, elle est extrêmement facile, c'est non, ça ne simplifie absolument pas. Je dirais même au contraire, pour 2 raisons. La première, c'est que GEMAPI va amener pour le juge une obligation d'affiner entre les qualités d'intervention des uns et des autres pour déterminer des responsabilités. C'est-à-dire qu'il y aura un travail de tri à faire qui existait moins avant, de par la scission, que fait GEMAPI très clairement, entre exercice de la compétence et exercice du pouvoir de police. Donc ça, c'est une complication. Et puis, GEMAPI ajoute des éléments d'intervention possibles pour les élus locaux, les maires principalement, ou leurs délégués, qui, à mon avis, vont également accroître
les hypothèses de responsabilité civile ou pénale, ce qui fait que, pour reprendre l'expression de M. le Président dans son préambule, eh bien, on est typiquement dans ce qu'on pourrait appeler une inflation qualitative des normes, c'est-à-dire qu'on on complexifie les conditions d'analyse et de détermination de la responsabilité. Sur ce point, GEMAPI, en termes généraux de responsabilité, complique encore les choses. C'est un mal français sur lequel on reviendra si vous voulez. Alors, deuxième question, est-ce qu'en termes de responsabilité, on pourrait considérer que GEMAPI limite les responsabilités? Oui, ça a été évoqué, je n'y reviens pas. C'est vrai qu'il y a un seul cas, c'est le cas des digues, où les choses ont été relativement bien traitées de ce point de vue-là, et on peut considérer, par rapport à la question des digues, qui sont importantes, puisque c'est un élément essentiel de la question des inondations, on peut considérer que l'autorité qui démontre qu'elle a, d'une part, elle a respecté la réglementation, c'est le Code de l'environnement, article R562-14, elle pourra s'exonérer de sa responsabilité, et d'autre part, elle pourra aussi s'en exonérer si elle démontre l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Alors, le fait que le système précise cette chose-là en attribuant des compétences spécifiques, effectivement, limite, à mon sens, par rapport à ce régime d'avant. C'est peut-être le seul intérêt. C'est vrai que les digues, c'est très important, mais bon, on en discutait en préparant notre intervention. Moi, j'ai un exemple, alors évidemment, qui est dans le milieu minier. On est dans le mélange des cours d'eau, de l'exploitation minière et puis de l'après-mine, où c'est très, très compliqué, puisque l'État ne veut absolument pas assurer la responsabilité de digues qui ont été faites dans le cadre de l'exploitation minière, mais qui sont autour d'un cours d'eau. C'est pas toujours, c'est vraiment assez compliqué. Alors, pour illustrer mon propos, j'ai pensé à un sujet qui est très d'actualité, puis qui concerne sans doute la Seine-en-Passage à l'évidence, et puis qui a fait l'objet de beaucoup de bruit, puisqu'il y a eu une loi qui a été votée, comme vous le savez, par la deuxième chambre en assemblée, en août 2021, c'est la question des moulins. La question des moulins intéresse beaucoup de gens, parce que je crois qu'il y a plus de 20 000 moulins en France. Certains servent, certains ne servent pas. Et surtout, le régime juridique des moulins, ce n'est pas que les moulins, l'immeuble lui-même, c'est aussi les biefs, c'est-à-dire le canal de dérivation qui a permis l'intervention d'un moulin, souvent il y a très longtemps, qui aujourd'hui ne sert plus, mais c'est aussi sur les seuils et passages d'eau. Tout ça fait un ensemble de voies d'eau, qui sont des petites voies d'eau, mais qui sont quand même des voies d'eau et des ensembles, et qui posent des problèmes juridiques très, très importants. Et pour les moulins, s'agissant des moulins, comme je l'indiquais au départ, c'est très simple, la règle, l'entretien appartient au propriétaire du moulin. Et le propriétaire du moulin sera aussi responsable de l'entretien de tout ce qui va avec le moulin, ce qu'on appelle les accessoires, et c'est eux qui posent problème, c'est-à-dire le curage du bief, le curage du seuil et du passage. Et sur ce plan-là, GEMAPI ne change strictement rien. Vous ne trouverez pas de disposition particulière dans l'arsenal législatif GEMAPI sur les moulins. Et donc, on peut se poser la question, comment ça va marcher? Alors déjà, première question, on peut se poser, après GEMAPI, qui pourrait être considéré comme un responsable moulin? Déjà, en premier, on l'a vu, la propriété du moulin, puisque c'est la propriété du moulin qui est la plus importante, et il faut reconnaître que la plus grande majorité des moulins sont propriétés privées, avec des gens ou des associations qui n'ont pas toujours les moyens de l'entretenir, et en plus, l'utilisation fonctionnelle des moulins est de plus en plus réduite, qui fait qu'ils sont de moins en moins entretenus, et qu'on a donc des risques qui sont plus importants. Deuxième remarque préalable aussi sur les moulins, on a sur ce terrain-là une exclusivité de la compétence de police de l'État, qui peut avoir délégué certaines de ses compétences à la Voie navigable de France ou à d'autres choses, mais il y a une compétence de police essentielle de l'État. C'est un deuxième intervenant qui va venir, mais troisièmement, les moulins faisant partie de l'ensemble, on va dire, susceptible d'être zonés GEMAPI, on peut se poser la question de savoir, et moi je suis persuadé, si une intervention quelconque d'une collectivité sur un moulin ou ses accessoires au titre de GEMAPI, et on peut biaiser sur les 4 terrains d'attribution et penser que ça peut rentrer dedans, est-ce que dans ces cas-là, elle est susceptible d'amener une responsabilité? Bon, je pense que oui. Ce qui fait qu'on pourrait dire, si on voulait simplifier, pour les moulins, c'est déjà pas simple, pourrait être responsable des dommages autour d'un moulin, quel qu'il soit,
inondation, pollution, dégradation, etc. Le propriétaire, bon, l'État au titre de la police, et un autre intervenant public, une intercommunalité. Mais déjà ça qui est compliqué, parce que c'est déjà 3 responsabilités potentielles, eh bien moi je pense qu'il faut y rajouter un élément qui est l'intervention subsidiaire, sur les moulins comme exemple, de la police municipale. Je précise à titre préalable, parce que peut-être ce n'est pas toujours perçu, le transfert évidemment d'une compétence à un EPCI n'entraîne absolument pas le transfert des pouvoirs de police, hein, comme vous le savez. Donc le maire reste, le préfet et le maire restent les autorités de police spéciale et générale sur ces questions-là. Alors, je vais dégager 4 hypothèses qui, selon moi, pourraient amener le maire à devoir ou à pouvoir intervenir sur un moulin qui poserait un problème, soit parce qu'il présenterait un risque, soit parce qu'il aurait causé des dommages. La première hypothèse que je signale pour être complet, mais qui est, à mon avis, assez acrobatique, c'est qu'il se trouve que le Code général des collectivités territoriales fait des maires une autorité de police spéciale supplétive. Donc, je parle bien d'autorité de police spéciale, susceptible d'intervenir. C'est un domaine que les maires parmi vous connaissent, qui est celui de la protection de la santé publique sur le territoire de la commune. Alors, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les compétences GEMAPI pourraient avoir un rapport avec ce qu'on pourrait appeler la protection de la santé publique? Ça va assez loin, mais on pourrait quand même le concevoir, puisqu'il y a des ouvrages d'alimentation en eau destinés à la consommation humaine, qui peuvent être tout à fait concernés. Et puis, on a des activités ICPE qui sont susceptibles d'avoir une influence aussi sur la santé. Bon, je pense qu'un maire pourrait parfois justifier une intervention à ce titre-là. Bon, je reconnais que c'est assez acrobatique, mais je voulais vous le signaler. Il ne faut pas oublier cette notion de protection de la santé qu'on peut aller chercher un peu partout. La deuxième hypothèse, qui est alors là par contre beaucoup plus sérieuse, c'est l'intervention de la police générale du maire, quand bien même il y aurait une compétence de police spéciale. C'est le cas des moulins, qui sont donc, je rappelle, de la police spéciale du préfet, pardon, mais je vous rappelle, les maires le savent mieux que moi, qui nous écoutent, l'article L2212-2, 5e dispose, je cite, que appartient à la police municipale le soin de prévenir par des précautions convenables, je passe un passage, les inondations, les ruptures de digues. Alors évidemment, la question se pose, il s'agit de prévenir. Est-ce qu'un maire qui trouve qu'un préfet n'a pas fait beaucoup de mesures ou qu'un propriétaire riverain n'entre pas bien a l'obligation, au titre de la police générale, de la police spéciale supplétive, par l'exercice de son pouvoir de police générale, est-ce qu'il peut intervenir? Moi, à mon avis, il doit le faire. Ça peut être rare. C'est vrai que le juge administratif considère qu'il faut que le maire justifie d'un risque différent de celui que la police spéciale couvre. Tout ceci est question d'appréciation très subtile. Le troisième cas, où, à mon sens, et qu'on oublie souvent, et qui nous concerne dans les compétences GEMAPI, puisqu'elle concerne l'eau, donc un des principaux fléaux, eh bien, c'est l'existence d'un péril imminent. Lorsqu'il y a péril imminent, l'article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire, et c'est très vague, doit prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Alors, évidemment, le risque inondation peut constituer tout à fait un péril imminent. Là encore, il y a une juxtaposition des pouvoirs de police, mais on ne peut pas exclure l'obligation pour le maire d'intervenir. Excusez-moi, je coupe, j'ai oublié de le faire. Alors, il faut être honnête, une appréciation restrictive de la notion de péril imminent. Pour ceux qui se souviennent de cette histoire-là, mais qui a été réglée définitivement par le Code minier, s'est posé un jour la question des risques d'effondrement en matière minière relevant de la police spéciale du préfet, mais dans lequel certains maires, en particulier le maire de Joffre, avaient par arrêté de police générale interdit l'exploitation minière. Ça a été tranché par le Parlement, en fait, dans le cadre du nouveau Code minier, mais la question s'est beaucoup posée. Le maire disant, moi je considère que si je n'empêche pas cette exploitation minière, il y a des risques d'effondrement, on pourrait envisager un conflit de police, là encore, au titre de ça et au titre notamment du péril imminent. Et puis, la quatrième hypothèse, et qui montre le sens de l'évolution des choses, c'est l'hypothèse où le maire, autorité de police générale, constate une insuffisance des mesures préfectorales.
Et ce n'est pas toujours connu. Moi, j'ai eu à le faire pour un certain nombre de maires, notamment sur des communes littorales, constatant l'insuffisance ou la carence du pouvoir de police spéciale du préfet. Le maire peut mettre en demeure le préfet de prendre des mesures et, à défaut, de prendre lui-même des mesures. Alors, s'il ne le faisait pas, à mon sens, il pourrait engager sa responsabilité. Sachez qu'aujourd'hui, la jurisprudence, elle est quand même gentille, parce qu'elle considère que c'est à partir de 6 mois de carence préfectorale que le maire a l'obligation d'intervenir en lieu et place. Ceci pour dire que sur tous ces plans-là, GEMAPI n'a strictement rien changé. Toutes ces obligations d'intervention restent. Elles sont, à mon avis, accrues par le facteur eau, qui est un des facteurs les plus dangereux, notamment avec le dérèglement climatique, les crues, les inondations, etc., etc., et puis les déchets, tout ce qui est lié à ça. Et donc, le sens de ma conclusion serait de dire que, comme le relevait tout à fait le président, le mal français, c'est l'inflation des règles juridiques. C'est un mal français qui ne date pas d'hier. Si vous vous souvenez, en 1975, pour ceux qui ont mon âge, le célèbre rapport Guichard avait vilipendé la superposition des normes, mais là, on était sur des superpositions quantitatives, c'est-à-dire qu'on critiquait l'augmentation quantitative des règles de droit et notamment des découpages territoriaux. Le rapport Guichard avait ensuite accouché d'une souris et qui avait donné lieu à la décentralisation de 1982. Eh bien, à cela s'ajoute depuis maintenant donc 30 ans une inflation qualitative des normes, c'est-à-dire que en dehors de la quantité de normes qui augmente constamment, et GEMAPI en est un exemple, 4 lois successives complémentaires, s'ajoutent des complexités qui sont même du domaine du raisonnement quasiment jésuitique, parce que effectivement, cette hypothèse d'engager la responsabilité du maire parce qu'il n'a pas constaté la carence du préfet dans un délai de 6 mois, elle n'est pas une hypothèse d'école, car une association de défense de victimes, de riverains, et il y en a beaucoup, certaines associations purement environnementalistes sont tout à fait de nature et ensuite assistées d'avocats très compétents pour agir dans ce sens-là. Ceci pour dire qu'il y a beaucoup de tracas pour les élus à envisager et beaucoup de travail pour les avocats aussi. Voilà ce que je voulais préciser sur cette question. Alors, je me permets de reprendre la parole parce que je crois que quelqu'un se posait, un de nos interlocuteurs se posait une question justement par rapport au moulin et posait la question de savoir, si vous pouviez préciser, Manuel, pourquoi l'autorité gémapienne peut voir sa responsabilité engagée à la suite d'un dommage causé par le mauvais entretien d'un moulin. Non, alors, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, c'était le 3e point de mon préliminaire, que dès lors qu'une autorité exerce une compétence, c'est le cas de la compétence GEMAPI, les dommages qui pourraient être imputables à cet exercice de compétence pourraient lui être, alors pas le mauvais entretien, mais par exemple, une autorité GEMAPI qui aurait prescrit des mesures, ou je ne sais pas, financer des mesures, ou prévoir des mesures et qui ne les aurait pas faites, engager sa responsabilité. Mais ça n'enlève pas la responsabilité primaire du propriétaire riverain. Et vous savez que c'est compliqué les moulins parce que dans beaucoup de dossiers où nous sommes d'ailleurs intervenus parfois, l'État a financé pour la continuité écologique la destruction de moulins. C'est un grand truc. Et vous savez qu'il y a eu des tas de protestations qui ont abouti à cette loi qui interdit aujourd'hui la démolition des moulins comme participants du patrimoine. Et donc, on va avoir des subventions d'État qui étaient prévues pour permettre que le cours d'eau s'écoule correctement et la continuité écologique, qui vont être remises en cause et se posant la question qui va payer le fonctionnement de la chose. Donc la question des moulins, elle est extrêmement sensible, c'est vrai. Mais encore une fois, je reprécise, la responsabilité de l'intervenant GEMAPI sur un moulin sera effectivement limitée à l'exercice de sa compétence. Et donc, avant, il y a la responsabilité de l'autorité de police qui est le préfet, et avant encore, il y a la responsabilité du propriétaire pour l'entretien. Si j'ai répondu. Je ne sais pas si nous avons répondu voilà, bien, donc nous avons répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas en tout cas sur le chat. Oui, c'était juste une question vraiment d'ordre juridique. Vous parliez tout à l'heure de responsabilité civile
qui est lié à un préjudice. Est-ce que le préjudice peut être uniquement physique ou il peut être aussi moral? Oui, il peut être, c'est pour répondre, il peut être évidemment moral, il peut être physique, mais là, ce sont les dommages corporels. Il peut aussi surtout être financier. Alors on peut envisager tout ce qu'on veut, d'ailleurs corporel, incorporel. Le préjudice se définit comme étant l'ensemble des dommages que subirait une victime. Vous savez même qu'on a même évoqué, c'est encore en évolution, un préjudice nouveau qui n'existait pas en droit français, qui est le préjudice environnemental, qui est une sorte de réparation de l'atteinte au bon équilibre écologique. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Alors, évidemment, tout dépend de la nature du préjudice. Si vous avez perdu un enfant qui est mort noyé à cause de ça, il y a un préjudice moral qui va être très, très important et un préjudice financier qui va l'être un peu moins. En revanche, si vous avez perdu une maison en première ligne sur le bassin d'Arcachon à cause d'une erreur, on va dire, de l'autorité de police, là, on est autour du million d'euros ou de plusieurs millions d'euros d'indemnisation financière. Donc, c'est l'ensemble des préjudices. La responsabilité civile, c'est ça. Mais je précise, je rappelle, civil est une catégorisation générique. Ça inclut ce qui, en droit public, on appelle la responsabilité administrative, car la responsabilité administrative, elle est civile. Donc, quand c'est une commune, on parle de responsabilité administrative, mais c'est de la responsabilité civile. C'est l'indemnisation d'un préjudice. Voilà, peut-être y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'avais une autre question qui concerne aussi un cas particulier. Vous avez parlé des moulins. Je pense notamment à la question des fossés qui revient très souvent, pour laquelle en fait souvent on considère qu'ils ne rentrent pas dans l'exercice de la compétence GEMAPI. Quel est votre point de vue là-dessus et est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de questions? Alors, moi, pas directement avec une confrontation avec GEMAPI parce que c'est encore trop frais pour que la question se pose. Si dans un dossier que j'ai pour l'avenir, se pose la question de comment on va traiter cette question-là, et je peux vous donner, c'est assez intéressant parce que c'est un canal de dérivation pour une imprimerie qui, à l'origine, au XIXe siècle, utilisait un moulin qui aujourd'hui n'utilise plus, et il se trouve que l'entretien de ce bief, donc du canal de dérivation, pose un problème, et qu'en fait, il se situe, il y a des propriétaires privés, mais il y a aussi la commune, puisque le cimetière jouxte ce truc-là. Et au fond, la solution qu'on est en train peut-être de monter avec la préfecture, mais ce n'est pas facile, c'est effectivement la création d'une association syndicale exclusivement chargée de l'entretien de ce bief, on va dire, sachant que l'idée étant de simplifier cette question-là. Mais normalement, l'entretien du fossé, c'est le propriétaire. C'est pas possible. Alors, je vois une autre question sur la situation de GEMAPI dans la hiérarchie des normes. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, la compétence GEMAPI ressort de 4 lois différentes, donc c'est d'un processus législatif. Et donc, si on refait la pyramide de Kelsen, eh bien, finalement, on se retrouve avec une compétence qui résulte d'un processus législatif, processus qui est donc situé au-dessus des décrets et en dessous de la Constitution, quoi, hein. Mais je ne sais pas si c'est ça le sens de votre question. C'est-à-dire qu'elle est compliquée, votre question, parce que GEMAPI, c'est une compétence. Alors, soit on parle de la loi GEMAPI, et indiscutablement, c'est une loi, évidemment, et avec, au-dessus, notamment à l'échelon constitutionnel, il y a, n'oubliez pas, la charte de l'environnement. Bon, maintenant, je vois mal comment les lois GEMAPI pourraient être contraires aux dispositions de la charte de l'environnement, mais pour autant, il y a des dispositions constitutionnelles sur les ressources naturelles. Bon. Mais la compétence en elle-même est inclassable, je pense, sur la hiérarchie des normes. Et je pense que vous évoquez l'arsenal législatif du GEMAPI. Donc, c'est bien législatif. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Ah oui, c'est le principe. Je n'en vois pas d'autres sur le chat. Madame Dugan, n'avez-vous pas connaissance d'autres questions, d'autres intervenants? Bonjour à tous. Bonjour. Je ne vois pas d'autres questions. S'il y a des personnes qui veulent intervenir,
Alors, je vois, pardon Madame Dugas, excusez-moi de vous couper, parce que je vois sur le chat en même temps que quelqu'un se pose la question du ruissellement. Alors, le ruissellement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ne fait pas partie de la compétence GEMAPI. Hein. C'est les eaux pluviales, en fait. Ouais, ça fait bien partie de la mission maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols. Alors, sauf certains aménagements hydrauliques, et là on revient sur la problématique que j'évoquais tout à l'heure, d'une confusion, en tout cas d'une interaction finalement entre certaines missions qui relèvent de GEMAPI et d'autres non. Exactement, le problème est là, c'est bien le découpage entre GEMAPI et le ruissellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des problématiques d'inondation qui elles-mêmes viennent de problématiques d'érosion des sols et de ruissellement et de gestion des eaux pluviales, qui entraînent des problématiques d'inondation. Or, la lutte contre les inondations relève de la compétence GEMAPI, alors que la lutte contre l'érosion des sols et du ruissellement, non. Et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais que tout à l'heure, finalement, les EPCI en charge de la compétence GEMAPI peuvent, s'il y a une certaine cohérence, qu'elle soit territoriale ou fonctionnelle, peuvent également prendre en charge certaines compétences qui ne relèvent pas normalement de la GEMAPI, mais qui, encore une fois, cohérence fonctionnelle, peuvent prendre en charge cette compétence également. Et notamment, s'agissant des inondations, effectivement, c'est la compétence qui concerne les ruissellements et les eaux pluviales. Mais Madame Dugas, vous le savez mieux que personne. Par exemple, les déchets sont à l'origine d'inondations, évidemment. Indirectement, mais ils le sont. C'est l'histoire de Sifour-la-Plage, mais c'est vrai, je pense aussi sur la Seine. Et les déchets, par exemple, ne font pas partie de la compétence GEMAPI. Donc, effectivement, moi, je m'interroge encore sur les raisons du découpage des compétences avec ces 4 points qu'on a développés. Je ne me les explique pas. Pourquoi on a exclu des compétences alors qu'on aurait pu envisager une compétence générale eau, tout compris. C'est vrai que c'est compliqué, ça rajoute des éléments. Alors, il y a un complément dans la question qui dit… Oui, c'est ça. J'ai vu, il y avait le maire de Véteuil, Madame Dominique Herpin-Poulonna, qui avait une question sur les ruissellements. Oui, mais c'est ça, c'est effectivement qui confirme, en fait, comme je viens de l'expliquer, que le PCI qui est en charge de GEMAPI peut prendre en charge certaines compétences qui ne relèvent pas de GEMAPI, et notamment celle du ruissellement, puisque les ruissellements entraînent des inondations. Et même le maire vient indiquer qu'il y a des inondations dues à des ruissellements et que dans certains petits EPCI, ça se met doucement en marche. C'est-à-dire qu'effectivement, le PCI, la com de com ou la communauté d'agglo prend en charge la compétence ruissellement pour une certaine cohérence fonctionnelle, puisque c'est difficile de gérer les problématiques d'inondation sans pouvoir avoir la compétence pour gérer la problématique de ruissellement en amont. Y a-t-il d'autres questions? Il y a sans doute des raisons financières à ce découpage que nous n'expliquons pas sur le plan de la cohérence, qui seront le financement des actions publiques. C'est la seule raison que je pourrais concevoir comme objective, même si en matière aquatique, c'est compliqué parce qu'on l'a vu la dernière fois en 2018 sur les déchets. Beaucoup de crues ou de trucs viennent d'obstructions par des déchets qui n'ont pas été, en tout cas, pris en compte comme on aurait dit. Donc, exclure les déchets, on va dire, fluviaux ou maritimes me paraît, non pas idiot, en tout cas, d'une certaine incohérence, c'est vrai. Ouais. Pour que ce soit un peu plus vivant, si les personnes peuvent ouvrir leur micro et leur caméra, ce serait sympathique. Hein. C'est l'exploitant. Hein. Ça dépend de… je veux bien, c'est une question qui détient la responsabilité des ouvrages hydrauliques, c'est une question qui est très générale, parce que si l'ouvrage hydraulique en question est un moulin, on a répondu, c'est évidemment le propriétaire. Après, il y a d'autres ouvrages hydrauliques, notamment tous ceux qui relèvent de la nomenclature des ICPE, et là, c'est l'exploitant au titre de la responsabilité. Après, ça peut être aussi, dans certains ouvrages, je pense aux écluses ou à des ponts ou des choses comme ça peut être Voies navigables de France, par exemple, pour donner l'exemple. Donc, effectivement, il y a plusieurs responsabilités selon la nature de l'ouvrage hydraulique. Je précise la question, puisque dans le chat, la question est partie un peu trop vite. Je voulais savoir qui détient la responsabilité des ouvrages hydrauliques et notamment des systèmes d'endiguement dans le cas où on a eu un transfert partiel de l'EPCI
un syndicat mixte ouvert quelconque ou un EPAGE, dans le cadre de la sécabilité de l'item numéro 5, qui permettent de ne transférer qu'une partie de l'item. On a le cas la responsabilité suit, s'il y a un transfert de compétences, la responsabilité suit également le transfert de compétences. Alors, je précise, dans le cas d'espèce qui nous occupe, le PCI a transféré les études, mais par contre, elle a gardé la responsabilité des travaux sur les digues. Ah oui, alors, tout dépend si vous avez un dommage, si le dommage trouve sa source dans la réalisation des études ou dans la réalisation des travaux. Mais si c'est dans la réalisation des travaux, il n'y a pas de raison que la responsabilité soit transférée si elle garde la responsabilité des travaux. Et par exemple, si l'ouvrage en question connaît une ruine suite à une crue qui est inférieure à la crue de dimensionnement, donc c'est la responsabilité du GEMAPien dans le régime général, c'est la responsabilité de l'EPCI ou du syndicat à qui on a transféré les études qui sera engagé? Moi, je dirais, c'est une question bien très précise à laquelle je réfléchis tout haut, mais en l'occurrence, tout dépend si vous trouvez si encore une fois les études ont été bien faites ou non, bien réalisées ou non. Si vous trouvez une faute dans la réalisation de l'étude pour laquelle la compétence a été transférée, effectivement, à mon sens, la responsabilité relève du syndicat. Par contre, si c'est quelque chose qui ne pouvait pas être prévu, en tout cas dans la réalisation des études qui n'a pas été prévu mais qui ne pouvait pas l'être, ça relève et qu'il n'y a que la mission de réalisation des études qui a été transférée, le PCI reste responsable. Mais en d'autres termes, si on fait un parallèle par exemple avec les ouvrages publics, parce que c'est un peu le même cas, effectivement, c'est l'origine du dommage qui est importante. Si l'origine du dommage, c'est un défaut de conception ou de capacité, on ira chercher ce qu'on appelle le maître d'œuvre en ouvrage public, qui peut être le bureau d'études qui a fait ça ou la personne qui va. Après, c'est évidemment, si c'est un dommage permanent, ce sera le maître d'ouvrage. Donc, on regardera. Mais c'est compliqué parce que chaque cas est différent. Et à mon avis, seule une expertise. Moi, j'ai souvenir, par exemple, d'un barrage qui a causé des gros dommages parce qu'il s'enfonçait dans la berge, on va dire. C'est des semaines et des semaines d'expertise sur la question de savoir qui pouvait être considéré comme responsable, sachant qu'on connaissait parfaitement le propriétaire du barrage, qui était d'ailleurs Voies navigables de France, mais en l'occurrence, c'était extrêmement compliqué. Donc, c'est une question difficile que vous posez. Parce qu'une fois les responsables, en tout cas, une fois l'origine du dommage décelé et mise en avant par l'expertise, après, la responsabilité suit le transfert, j'allais dire. C'est-à-dire que si ça relève d'une faute dans la réalisation des études, eh bien, c'est évidemment cette réalisation des études qui a été transférée au syndicat mixte, eh bien, le syndicat va se retrouver responsable ou l'établissement, alors que si c'est dans la réalisation des travaux qu'on trouve la source du dommage, eh bien, le PCI restera responsable. D'accord, très bien. La question subsidiaire, c'était aussi par rapport à ce transfert partiel dans le cadre de la possibilité de sécabilité de l'item, par rapport à l'administration. Nous, on est service police de l'eau, notamment par rapport à une demande de dérogation pour bénéficier du régime simplifié d'autorisation des systèmes d'endiguement. Des deux, du délégant ou du délégataire, lequel est le GEMAPien vu de l'administration, à qui on doit s'adresser? Est-ce que c'est à celui qui a transféré ou est-ce que c'est celui qui a reçu la responsabilité des études? Alors, ça dépend si vous me parlez d'un transfert ou d'une délégation. En l'occurrence, je suis plus sûr, mais je pense que c'est je crois que c'est une délégation. Parce que si c'est un transfert, le PCI n'a plus la compétence. Donc, c'est bien le syndicat ou l'établissement auquel a été transférée la compétence qui est l'interlocuteur. Si c'est une délégation, alors tout dépend ce qu'il y a dans la convention de délégation, ce qui est prévu dans la convention de délégation. C'est-à-dire que ce n'est pas automatique. Et quand il y a un transfert de compétences, c'est automatique. Tout est transféré avec, j'allais dire. C'est pour ça que
je parlais de la responsabilité qui était, vous me parliez des dommages qui trouvaient leur source ou dans la réalisation des études ou dans la réalisation des travaux quant à cette sécabilité des différentes missions. Dès lors que vous transférez une mission ou une partie de mission, la responsabilité va avec parce qu'on parle de transfert. Si vous parlez de délégation, tout dépend des clauses finalement de ce que prévoit la convention de délégation. D'accord, très bien, merci. Transférer, si je peux me permettre, donc Dominique Herpin-Poulna, Véteuil. Transférer, déléguer, c'est très bien, mais les administrés, ce n'est pas des choses qu'ils comprennent, ça. Et la première personne qui vont venir voir s'ils sont inondés, c'est le maire. Ça, c'est sûr. Voilà, et le maire. Et le maire n'a pas forcément des réponses à apporter à partir du moment où la compétence a été reprise par le PCI, transférée ou déléguée à un syndicat spécialisé en la matière. Encore que, en ce qui me concerne, les choses n'aient pas été faites en même temps. On a d'abord eu GEMAPI et maintenant on a le ruissellement. Et aller faire la part des choses entre ruissellement et inondation, ce n'est pas toujours évident. Ah ben non, bien sûr. Résultat des courses. Alors, moi, j'ai des sources également qui débordent, qui ruissellent, qui inondent. Et alors là, plus personne n'est responsable. Et on me dit, eh ben, c'est à vous de faire les travaux. Eh ben, pour satisfaire les administrés, qui a fait les travaux? La commune. Avouez que c'est tout de même pas normal. Ah, bien sûr, non, mais on est d'accord que, comme vous le disait mon associé, et en parlant des déchets, et moi en parlant du ruissellement tout à l'heure, il y a un problème dans le découpage de ces différents, en tout cas dans le découpage de cette GEMAPI, hein, puisque, encore une fois, et précisément pour les problématiques d'inondation qui ont une source dans la problématique du ruissellement, de la gestion des déchets, de tout ça. Enfin, voilà. Mais vous savez ce que vous dites, Madame le maire, moi, ça me fait penser à des tas de dossiers qu'on a eus. C'est le problème de la répartition des compétences sur la voirie. Ce qui est en dessous, l'assainissement, est intercommunal. Ce qui est au-dessus est communal. Et qui on va voir si jamais la chaussée est mauvaise? C'est le maire. Et moi, il y a des quantités de maires qui, comme vous, étaient contraints de refaire le truc, alors que c'était de la compétence intercommunale. Et l'intercommunalité disait non, moi, l'assainissement, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est le mal français. C'est cette espèce de superposition de couches de compétences. C'est vraiment un mal français. Et on n'en sort pas parce que les seuls qui à peu près résolu le problème, mais ce n'est pas la même taille, c'est les Belges. Parce que les Belges ont fait des lois autoritaires sur les compétences justement dans ce domaine-là. Mais il y a une réforme fondamentale à faire. Mais vous connaissez, j'évoquais la réforme Guichard de 1975, qui a abouti à rien et qui a abouti à la décentralisation de 82, mais avec beaucoup de difficultés et tellement d'amendements. Mais si vous reprenez le rapport Guichard qui existe, qui s'appelle Vivre ensemble, vous découvrirez que tous ces problèmes-là ne sont pas nouveaux, ils existaient, et que la suggestion d'Olivier Guichard, à la fin, c'était qu'il fallait tout balayer pour simplifier les choses, ce qui n'a pas été fait, puisque notamment M. Mauroy, qui à l'époque était Premier ministre en 82, a voulu quand même préserver l'autonomie de toutes les communes, qu'on peut respecter. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un mal français, et l'eau, qui est un truc très technique, accentue, à mon avis, cette difficulté. Et je comprends la difficulté des maires par rapport à ça. Et surtout dans les petites communes, quand on n'a pas de services juridiques à notre disposition et qu'on est obligé de traiter au jour le jour ou presque. Oui. C'est de plus en plus technique et de plus en plus juridique. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut être présent dans les intercommunalités quand on peut, parce que là aussi, c'est là où il y a des services juridiques qui commencent à se développer, et puis c'est là où est l'exercice financier et le pouvoir. Donc, quand on est maire d'une ville à peu près importante et qu'on peut être président d'une intercommunalité, c'est plus facile parce que même si on a les deux casquettes, mais je reconnais qu'un petit maire, c'est pas péjoratif, hein, mais qui n'est pas président d'interco, c'est compliqué pour lui parce qu'il garde la responsabilité de police, mais aussi la responsabilité politique. Et c'est celle-là qui est la plus délicate. C'est vrai. Moi, j'avais une question à poser. Je ne sais pas si je peux. Alors, ça concerne en fait le cas un peu particulier des digues. Et en particulier, je me pose une question. Je voulais avoir votre avis là-dessus.
sur le fait que dans la compétence, donc il y a ce fameux alinéa sur la défense contre les inondations et contre la mer. Et la question peut se poser parfois quand il n'y a pas de digue sur un territoire, certaines collectivités gémapiennes pensent qu'elles ont l'obligation de se protéger, c'est-à-dire de réaliser des ouvrages pour répondre à cet alinéa. Alors, moi, selon ma lecture, il n'y a pas cette obligation, puisqu'on est plutôt sur un transfert de digues existantes, enfin, d'ouvrages existants, que la collectivité aurait en charge. Mais je voulais avoir votre lecture par rapport à des territoires qui, aujourd'hui, ne sont pas dotés de tels ouvrages et se posent des questions en se disant, mais peut-être que avec des inondations à répétition, liées à des événements de plus en plus intenses, est-ce qu'on n'a pas cette obligation de construire des nouvelles digues au titre de cet alinéa 5 ? La défense contre les inondations, c'est ce que dit le 5e, c'est quand même très vague. Hein. Ce n'est pas l'entretien des digues existantes, c'est la défense contre les inondations. Donc on pourrait quand même penser que si au cours du temps, il y a une nécessité de création de digues, il faut la créer. Hein. Ce n'est pas simplement la reprise des ouvrages. Hein. C'est une compétence plus large, comme le dit Manuel. C'est presque une obligation de faire, parce qu'effectivement, défendre contre les inondations, si la digue est la seule solution. Après, il y a des variantes, comme vous savez, il y a aussi beaucoup de digues provisoires, où il y a des boudins qui sont formidables et qui sont très efficaces, parce que la digue en dur, ça coûte une fortune. C'est ça, et puis on parle des digues, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet dans le cadre de GEMAPI, mais il ne faut pas oublier que alors il y a la digue qui doit relever du système d'endiguement dont on a parlé tout à l'heure, avec le dépôt d'un dossier, etc., donc, et notamment les digues catégorie A et B qu'on a évoquées tout à l'heure, et même les C. Mais après, si on ne relève pas du régime des digues, il y a des remblais, tout simplement. Et ça, au titre de l'exercice de la compétence GEMAPI et de la mission de lutte contre les inondations, il faut en faire également. C'est-à-dire qu'on appelle ça digue ou pas, il faut mettre tout en œuvre pour exercer la compétence et donc lutter contre les inondations. Alors la solution pour les digues, notamment maritimes telles qu'elles existent, c'est soit l'association syndicale qui est en perte de vitesse parce que c'est très cher, soit le syndicat spécifique. Et il y a énormément de syndicats des digues, mais ça, c'est sur la zone littorale qui a l'habitude de la digue. Alors après, en matière fluviale, c'est plus compliqué parce que ce n'est pas habituel, la digue. Donc, et ça a un coût. C'est vrai que ma question, elle reprend tout à fait le commentaire qui vient d'être fait dans le chat, c'est-à-dire que la loi de 1807 n'ayant pas été abrogée, il n'y a aucune responsabilité pour moi de la part des autorités publiques, que ce soit l'État ou une collectivité, de se protéger contre les inondations. On est bien sur une question de la propriété, en fait, donc du propriétaire qui reste, alors qu'il soit public ou privé, hein, on est d'accord, mais qui reste le seul, en fait, habilité à se protéger s'il le souhaite. Et donc, c'est pour ça que, bon, après, c'est dans la doctrine, hein, ce qui a accompagné la mise en œuvre de la GEMAPI, où à chaque fois, la réponse qui a été donnée par le ministère était de dire on n'est pas sur l'encouragement à la construction de nouveaux ouvrages. Donc, a priori, la lecture qu'il faut faire de l'alinéa 5, c'est d'entretenir ce qui existe déjà le mieux possible. Et là, il y a un gestionnaire identifié à travers le GEMAPien. Mais pour autant, on ne va pas encourager la construction de nouvelles digues. C'est pour ça que je voulais avoir un peu votre regard extérieur et juridique. C'est pas forcément pour encourager, mais s'il y a une nécessité d'eux, voilà. Alors, pragmatiquement, là, c'est l'avocat qui va parler, qui intervient toujours après coup quand il y a des dommages. Imaginons que vous ayez commandé une étude sur la nécessité ou l'intérêt de construction de digues à tel ou tel endroit, que cette étude conclut au caractère indispensable de la chose. J'ai un cas sur le littoral de la côte d'Opale qui est comme ça, et qu'il y ait 10 morts à l'occasion d'une grande marée ou d'une crue particulière. En termes de responsabilité, vous êtes bien plus mal qu'effectivement si vous n'avez pas commandé d'études. Et on arrive au paradoxe aberrant, c'est qu'il ne faut surtout pas savoir quel est le risque, parce que sinon on sera responsable si le risque s'est réalisé. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique, parce que la logique du 5e, c'est déjà de commander des études pour savoir ce qu'il faut faire pour protéger contre les inondations. Et là, c'est assez pervers comme système, parce que j'ai évoqué la responsabilité, justement, parce que c'est en cas de... Tant qu'il n'y a pas de victime, tout le monde s'en fout. Puis le jour où il y a 47 morts, comme à la Faute-sur-Mer, on tombe sur tous les malheureux élus qui, en l'espèce, n'avaient honnêtement pas été malhonnêtes. Enfin, sauf que après, la question se pose aussi dans le cadre notamment
la réalisation des PPRI, etc., qui sont quand même des documents et des études qui sont menées par les services de l'État, donc pas par les élus, hein, par la DDTM, et que si, en plus, vous savez très bien que même si les PPRI ont du mal à être opposables et à les juger, enfin, en tout cas, ils ne sont pas tous adoptés à l'heure où on se parle, il y a des cartographies qui sont réalisées dès le départ, qui sont communiquées aux élus, et que, bon, alors je ne parle même pas du côté constructibilité, aménagement du territoire, du volet urbanisme, mais qui peuvent mettre en avant certaines problématiques d'inondabilité, et que, moi je suis désolée, si on revient dans le cadre de la compétence, même si la compétence et GEMAPI n'incite pas à construire des nouvelles digues, si vous avez un rapport de la DDTM dans le cadre de l'élaboration d'un PPRI qui met en avant le fait qu'il y a la nécessité de la construction d'un ouvrage à un endroit, évidemment, ce n'est pas monnaie courante, mais je pense que c'est rarement le cas. C'est rarement le cas, mais vous pourriez être responsable en théorie. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, ce n'est pas l'idée du texte d'encourager, mais théoriquement, l'exercice de la compétence fait que s'il y a besoin d'une digue, il faut en faire une. Enfin, et on parle de digue, mais je vous parlais également, dans une moindre mesure, de la réalisation de remblais. Parce que, bon, Mais pour la Seine, il y a des alternatives. Par exemple, c'est l'expropriation. C'est qu'on se rend compte, il y a des cas qui sont compliqués quelquefois, mais manifestement, il y a souvent des solutions qui, les moins onéreuses et les moins dangereuses, c'est effectivement de racheter, d'exproprier un certain nombre de gens et de racheter les choses. Et là, il n'y a pas besoin de digue puisqu'on écarte la population. Je reviens sur le commentaire de M. Vaille qui dit que le décret de 2015 n'impose pas à une collectivité de construire des digues, mais uniquement d'exploiter correctement les ouvrages existants. On est d'accord, mais il ne faudrait quand même pas que, encore une fois, théoriquement, si on met en avant un risque, dans le cadre de la lutte contre les inondations, il pourrait y avoir une obligation de rembler ou de l'aménagement d'une digue. Oui, et puis il y a quand même à chaque fois un rapport économique qui est important, parce que si vous mettez des digues de 20 mètres de haut sur tout le littoral français, c'est possible. Pour prendre un exemple sur tout le truc, mais c'est impossible financièrement à supporter. J'ai un exemple, je ne dirai pas où parce que c'est en cours, sur le littoral de la Côte d'Opale. La solution des digues est possible techniquement. Le coût est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, donc ce ne sera jamais fait. Et donc, la seule solution qu'a trouvé le PPRM, je crois que c'est le PPRM, pendant mention des risques maritimes, c'est qu'il a tout mis inconstructible. Tout est en rouge et donc petit à petit, ils essayent d'exproprier les gens. Donc, mais on ne pourra jamais, en termes de responsabilité, se blinder complètement dès lors qu'effectivement, il y a des gens qui meurent et c'est compliqué, hein, c'est vraiment un risque compliqué. Parce que la digue n'est pas la réponse à tout. Hein. Il y a des digues qui ne servent à rien aussi. Oui, je suis Rénal Victoire, donc DDT de la Marne, c'est moi en fait qui ai mis les petits commentaires. Oui, je vous ai reconnu. Je suis un peu surpris de votre réponse par rapport à ça et à la question de notre collègue de l'Agence de l'eau. Parce que nous, ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit dans vos instances ministérielles par rapport à ces obligations. Dans l'esprit du texte, nous, on nous a clairement dit que voilà, les obligations, c'était surtout des obligations d'exploitation, d'entretien à des niveaux cohérents des ouvrages existants, mais qu'en aucun cas il y avait de figure imposée. La preuve en est que si j'ai bien compris, c'est bien le GEMAPien, de toute façon, in fine, c'est sa prérogative de définir son niveau de protection. Et si son niveau de protection il se réduit à 0, c'est bien aussi sa prérogative. Et nous, par rapport à notre action des services de l'État, je ne sais pas par quel biais je pourrais imposer à une collectivité de construire une digue. Non, ne l'imposer pas du tout. Non, on ne parlait pas de ça. Mais pour revenir à la question sur la hiérarchie des normes, là, ce que vous nous indiquez, et c'est tout à fait légitime, c'est les instructions circulaires qui ont pu sortir à partir de l'interprétation, effectivement, du 5e du 4e point ou du 3e point de la loi GEMAPI. Moi, ce que nous avons voulu dire, donc effectivement, vous n'avez pas, à mon avis, les moyens d'imposer cela, en tout cas, peut-être pas de cette manière-là. Nous, ce que nous disions simplement, c'est que si on prend littéralement le sens de défendre les inondations
Et en cas de pépin, que ferait un juge pénal ou civil ou administratif si il s'avérait que toutes les études convergeaient pour dire que seule une digue permettait d'arrêter et s'il y avait eu des inondations dommageables. Mais effectivement, vous avez raison, parce qu'il interpréterait sans doute le 5e membre de la compétence GEMAPI en disant défendre les inondations, c'est de prendre, on va dire, la moins mauvaise des solutions réalisables. Alors au pénal, c'est vrai que la loi Fauchon limite la responsabilité aux moyens que l'on a, donc c'est déjà une protection. Mais après, on ne peut pas savoir ce qu'un juge dira par rapport à la solution qui a été retenue. Et la solution 0 que vous évoquez, ben, effectivement, elle peut être jugée suffisante si aucune étude ne dit le contraire. Simplement, moi, ce que je disais en préalable, c'est que, par contre, lorsqu'on exerce une compétence, et donc le GEMAPien exerçant une compétence, c'est-à-dire prescrivant des mesures ou organisant des mesures, si ces mesures sont insuffisantes et qu'elles entraînent un dommage, il y a toutes les chances qu'ils soient responsables. Moi aussi. Mais je vous rejoins quand vous dites évidemment que ce n'est pas à vous d'inciter les collectivités à l'aménagement de digues, hein, on est d'accord, ce n'est pas du tout le sens de la loi. Mais on ne peut pas non plus dire, et certainement par manque de précision de la loi, faut être clair, par une problématique d'interprétation, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous vous posez la question et vous interrogez les instances ministérielles sur ce point-là, on ne peut pas dire que ça exclurait cette responsabilité-là, c'est-à-dire le fait de ne pas en avoir fait si le danger avait été mis en avant. Et je parlais des PPRI, des cartographies réalisées par les services de l'État et par vos services, parce que ça peut être un moyen de mise en œuvre, un moyen de mise en évidence, du danger, qui peut amener à cette réflexion-là. Mais encore une fois, je sais bien que ce n'est pas du tout une incitation de la part des services de l'État dans ce sens-là. Je vais prendre un exemple concret. Imaginez que je sois l'avocat d'une victime d'une inondation et qu'il y ait eu un défaut de digue et qu'on m'objecte, à juste titre, la circulaire, machin truc du ministère, disant non, la loi GEMAPI ne prévoit pas l'obligation de construire des digues. Et bien moi, juridiquement, je ne dis pas que c'est bien, mais pour défendre la victime que je représente, j'évoquerai le fait que la circulaire en question va au-delà de ses compétences en interprétant de façon extensive, ou en tout cas plutôt restrictive, la loi, puisque si je regarde la grammaire française, défendre les inondations, c'est trouver la meilleure solution pour éviter les inondations. Or, si on n'a rien fait, ce n'est pas la meilleure solution par définition. Alors, c'est très pervers, mais c'est la mécanique, et c'est toujours pareil, c'est le rôle du juge que d'aller voir si l'administration a eu raison, le ministre, en pondant une circulaire disant non, n'interprétez pas la loi GEMAPI comme imposant la construction des digues. Moi, en tant que juriste, on va dire théorique, défendre les inondations, c'est pour moi prendre les mesures les mieux adaptées, alors, il n'y a pas que les digues évidemment, heureusement, pour éviter une inondation. Et je rejoins Mme Moreau qui dit évidemment on ira également, mais c'est encore la superposition des responsabilités dont parlait mon associé tout à l'heure, on ira peut-être effectivement également rechercher la responsabilité du maire qui n'aura pas fait évacuer toute la population du village, ça c'est sûr aussi. Il peut y avoir une superposition, on l'a vu, de responsabilité, de toute façon. Oui, bien sûr. Et puis ça dépend, et on a vu dans différentes décisions du Conseil d'État, ça dépend, la victime, quelle personne elle met dans la cause, c'est-à-dire quelle personne elle assigne, contre qui elle attaque, quelle responsabilité va être cherchée. C'est-à-dire que si on va rechercher que la responsabilité du maire, le juge ne se prononcera pas sur la responsabilité de l'autorité gémapienne. Oui, si le maire, par exemple, est prévenu d'une énorme crue prévisible, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont prévisibles, et qu'il y a quelques habitations qui sont en danger, le L2212-4, c'est-à-dire le péril imminent, s'applique. Et là, dans ces cas-là, on n'ira pas chercher celui qui a fait une digue ou pas, puisqu'on aura eu l'information. Malheureusement pour le maire, s'il n'a pas pris la bonne décision de faire évacuer les gens, on voit ça aussi avec les cyclones, parce que les cyclones, on les voit arriver, mais je pense que pour certains types d'inondations, on peut les voir arriver, même si c'est vrai que les inondations fluviales vont très très vite, c'est leur caractéristique. Il y a déjà de la jurisprudence sur ce défaut d'exercice de la compétence ou pas? C'est encore trop... La compétence GEMAPI, moi, j'en ai pas vu. Ouais, alors, peut-être qu'on a certaines décisions au niveau des conseils des tribunaux administratifs, et encore, à mon avis, je sais même pas, à mon avis, non. Mais bon, on n'y a pas accès de toute façon. Mais je pense que même au niveau des tribunaux administratifs, on n'a pas encore de décision. Et puis... Bon, effectivement, on attend la position du Conseil d'État sur toutes ces questions-là, ça c'est sûr.
parce que, encore une fois, il y a une question d'interprétation. Hein. Pour résumer ce qu'on vous disait tout à l'heure, théoriquement, on ne peut pas vous dire que, même si ce n'est pas l'esprit des lois, théoriquement, on ne peut pas vous dire que l'autorité gémapienne n'aurait pas à construire un ouvrage, n'aurait pas l'obligation de le faire si le danger était mis en avant. Quand même, mon sentiment, hein, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le gémapien vient pour moi quand même en 3e rang des responsabilités, puisque, encore une fois, le principe, c'est le propriétaire de l'ouvrage. Premièrement. Deuxièmement, il y a l'autorité de police qui est en 2e ligne et qui est très importante. Et c'est vrai que le gémapien, pour moi, n'a une responsabilité que dans le cadre de ce qu'il a exercé comme compétence. Sous-entendu, s'il n'a pas exercé de compétence parce qu'il n'est pas toujours obligé de le faire. Donc, je ne pense pas qu'il soit le premier responsable dans la ligne de mire. Mais je vous dis ça, je ne connais pas la jurisprudence, elle n'est pas encore intervenue. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai rajouté un petit commentaire sur la partie GEMA, gestion des milieux aquatiques, où là aussi, il y a un petit point de détail, mais il y a quand même un alinéa qui parle de plans d'eau et de lacs. Et là aussi, il y a une question qui revient souvent, autant sur les cours d'eau, ça c'est assez connu, et puis les collectivités intervenaient déjà bien, donc je pense que ça pose moins de difficultés, quoique. Mais sur les lacs et les plans d'eau, là aussi, je voulais avoir votre avis sur est-ce qu'ils relèvent automatiquement du GEMAPien à cause de cet alinéa qui les mentionne, ou est-ce qu'on est toujours sur le même principe d'entretien et de gestion par les propriétaires riverains et en cas de défaillance du GEMAPien? Oui. Ouais. Moi, je pense que malgré ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, malgré la compétence GEMAPI, on a toujours une obligation d'entretien de la part des propriétaires riverains. Hein. Donc, ça reste. Hein, et évidemment, une responsabilité GEMAPienne en cas de carence. Mais non, ça reste. Ok, merci. C'est toujours pareil, à chaque fois, on va chercher l'origine du dommage. Si par exemple, c'est pas une question d'entretien, parce qu'il faut toujours aller au texte. Le deuxièmement, c'est l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau. Donc, je pense à un dossier que j'ai eu il y a quelques années d'une noyade sur un plan d'eau, justement, de loisirs. C'était un vice de conception. En réalité, ce n'était pas un problème d'entretien, c'était un vice de conception dans la pente et dans la nature du sol du plan d'eau qui était artificiel, mais qui était quand même un plan d'eau. Et là, évidemment, on ne va pas aller chercher le GEMAPien, qui n'est responsable que de l'entretien. Donc, on va aussi chercher l'origine du dommage. Oui, mais c'est vrai qu'en l'absence de dommages, la question se pose pour beaucoup de collectivités de savoir si elles doivent l'entretenir, parce qu'il y a beaucoup de PCI qui se retrouvent avec des demandes de communes qui leur disent « Maintenant, vous êtes GEMAPien, donc c'est vous qui entretenez le cours d'eau ou le canal ou le plan d'eau ». Et du coup, le GEMAPien se dit « Mais oui, est-ce que je dois vraiment le faire ou non, en fait ?» Non, ça reste quand même le propriétaire. Hein, ouais. Ça reste le principe, mais effectivement, le GEMAPien doit s'assurer qu'il n'y ait pas de carence du propriétaire. Donc, il y a quand même une certaine responsabilité derrière. Quoi. Ok. Alors, dans le chat, il y avait une question, maître, à votre avis, qui sera responsable des désordres aux berges lors de la construction, puisque l'exploitation après la mise en place du canal Seine-Nord. C'est une bonne question. Alors, je pourrais vous répondre par une pirouette en vous disant, je pense que la loi et les décrets ou arrêtés prévoiront peut-être la chose. Bon, comme tout ça, ça va être concédé, à mon avis, dans le cadre de mise en concurrence, il y a quand même fort à parier que ce sera quand même on va dire, l'attributaire du marché qui a réalisé les travaux. Puisque là, on est sur typiquement des dommages liés à l'exécution d'un travail public. Et là, c'est assez facile, puisque c'est la chaîne des responsabilités des exécutants de marché de travaux publics. Donc, je pense que s'il s'agit de désordre aux berges lors de la construction, alors je parle pendant les travaux. Si c'est des désordres, mais si c'est des désordres constatés après, c'est la même chose. Donc, voilà, je pense que là, on sera dans le cadre, GEMAPI n'a rien à voir, on sera dans le cadre de la responsabilité des marchés de travaux publics dans le cadre de leur exécution. Mais il est probable aussi, comme ça a été le cas par exemple pour les lignes TGV, que la loi ou les textes décrétaux prévoient une responsabilité spécifique de l'État ou de quelqu'un d'autre pour cette hypothèse-là. On est sur des très grandes réalisations. Les travaux ont commencé pour le canal de Seine-Nord? Pas encore. Non. Pourquoi pas, hein. Les études, oui, il y a beaucoup d'études. Mais... Beaucoup d'études, oui. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Non, je ne vois pas. J'en vois pas dans le chat. Je vois pas de main. Écoutez, je pense que Vous pouvez toujours nous en remonter si vous voulez par voilà, mail. tout à fait. Si par la suite il y a des questions, on vous les fera parvenir. Je tiens à remercier tous ceux qui sont présents, vous maîtres, hein, comme toujours, fidèles au rendez-vous de l'association La Scène en Partage. Donc, je tenais à vous remercier. Cet exercice qui est une première pour nous maîtres, parce que jusqu'à présent, on faisait ça, comme on dit, en présentiel et non pas en distanciel. C'est peut-être quelque chose que nous allons plutôt maintenir et multiplier, parce qu'il est toujours très difficile pour les élus, en fonction de leur situation géographique, de s'absenter avec les transports qui sont de plus en plus compliqués et les temps de plus en plus serrés. Donc, si nos adhérents, nos maires qui nous écoutent, ont des idées pour les prochaines réunions thématiques Zoom juridique, il n'y a qu'une seule adresse email pour me faire part de vos souhaits. Moi, je regrette que certaines personnes qui s'étaient inscrites n'aient pas pu être présentes, mais enfin, ça, c'est autre chose. Je vais vous donner les prochains grands rendez-vous de l'association La Scène en Partage. Donc, maintenant que l'opération Berge-Seine, ramassage des déchets, est terminée, nous allons commencer. Alors, je ne sais pas si on me voit, alors je vais faire ça comme ça. Pouf. Non, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait là? Une bêtise. Non, je veux ça, moi. Je veux me faire ça. Bon, voilà, on prend. Excusez, voilà. On va lancer une voilà. Oups, là, voilà, je vais me mettre droite. Voilà. On va lancer une action de communication ici, Commence la mer, où nous allons inviter les enfants des écoles et ce sera personnalisé au nom des communes. Voilà. Et puis, le prochain rendez-vous, c'est le 25 novembre, de 14h30 à 17h30 pour le colloque annuel de l'association La Scène en Partage, qui se fera à la fois en présentiel et en distanciel. Le titre de ce colloque, c'est 2001-2021, 20 ans de combat pour la riverainté, puisque cette année, l'association La Scène en Partage a 20 ans. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire. Moi, je n'ai plus rien à vous dire. À vous remercier tous, toutes et tous. Et si vous souhaitez poser des questions à Maître Echter et Maître Gros, vous nous faites parvenir toutes vos questions par email. Voilà. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci.